Alors, le thème est un peu provocateur, mais l'idée est de dire quel est le profil type, le profil idéal du futur président de la République du Mali. Nous sommes dans une transition. Nous avons des élections en principe l'année prochaine. Et qui doit diriger le Mali pour qu'on s'en sorte? Qui sera le futur président du Mali? On ne va pas faire de la science-fiction, mais on va essayer ici de brosser le portrait de l'homme idéal ou de la femme idéale. Hein. On a fait tout à l'heure, on a fait déjà un panel sur femmes et politique et on s'est rendu compte qu'on n'emploie toujours pas le thème de femme, mais en fait, des hommes, quelle est la femme, quel est l'homme qu'il faut pour le Mali. Et pour ça, j'ai 3 invités. Le professeur Mamadi Sissoko, il est constitutionnaliste. Vous le voyez calme au départ, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que c'est un homme bouillant et qui ne se laisse pas faire. Et puis, vous avez à côté mon ami Mohamed Agassori, qui est un analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, vous avez vu Mossadegh Bali. Il avait porté son masque, mais il a enlevé par courtoisie également parce qu'on était quand même loin l'un de l'autre. C'est un homme d'affaires prospère, il ne faut pas le voir comme ça. Il est redoutable, méfiez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci, nous sommes là pour parler du Mali. Et la première question serait, est-ce que vous avez envie d'être candidat l'année prochaine, Mossadegh Bali? Ça n'a pas arrêté. Candidat à quoi? À la prochaine présidentielle, s'il y a des élections. Ah, vous avez bien dit s'il y a des élections. Oui. Non, je pense que ce n'est pas une question de personne. Personnellement, vous connaissez mes positions. Il y a quelques années, on avait fait une émission, j'avais déjà exprimé ces positions-là. L'année prochaine, il y aura des élections. Comment elles vont se passer? Seront-elles transparentes? Seront-elles crédibles? Seront-elles acceptées par tous? Qui va les organiser? Et comment? Je pense que c'est ça qui doit conditionner une candidature. Ça ne sert à rien de se lancer une compétition électorale dont l'issue est déjà connue, comme malheureusement c'est souvent le cas en Afrique. Donc si c'est juste le gouvernement de transition, le pouvoir de transition qui va coopter une personne ou un groupe de personnes et nommer ces personnes-là avec l'habillage démocratique, à mon avis, un profil comme le mien n'a rien à voir dans cette compétition. Mohamed Agassori, je préviens que j'ai oublié de dire, mais il faut rappeler, nous sommes avec une association, des membres d'une association de veille citoyenne, l'association malienne de veille citoyenne, qui sont des jeunes dynamiques, qui sont intéressés par la chose publique. Candidat à la prochaine présidentielle? Merci Serge, merci de me donner l'occasion d'être dans cet illustre panel aux côtés de ces personnalités si présentes. Bon, personnellement, je ne peux pas être candidat pour plusieurs raisons, mais la plus évidente qui est légale, c'est que je n'ai pas d'âge encore, selon l'ancienne loi. Peut-être que les camarades jeunes peuvent nous aider à rabaisser quand même les seuils, parce qu'on parle de 35 ans, et je n'ai pas encore 35 ans. Peut-être Malik qui est là peut représenter la jeunesse. Mais lui aussi doit avoir moins que mon âge, donc j'ai ce blocage-là. J'ai un deuxième blocage, mais que Mossadegh peut gérer, c'est celui de l'argent. S'il me prête l'argent, je peux peut-être me lancer. Et un dernier problème que le docteur peut régler, c'est celui de la rédaction de mon programme. Et donc je crois que j'ai toutes les solutions ici, et si les jeunes aussi peuvent me soutenir, je vais me lancer. Sans ça, je ne serai pas candidat, malheureusement. Professeur Mamadi Sissoko. Oh, moi, j'ai le tremplin d'un grand enseignant et puis c'est tout. Ouais. Je n'ai pas d'ambition politique. D'accord, ben voilà. Et on va un regard sur les présidents que nous avons connus au Mali depuis 1960. Est-ce que vous avez une préférence? Qui, selon vous, a fait le job plus que l'autre? Je vais commencer par Mossadegh Bali. Merci Serge. Écoutez, je pense qu'à chaque époque, le profil et le président que nous avons eu, et à chaque époque, ses réalités. Mais je dois dire que si on part du principe qu'un pays, c'est un territoire, c'est une population, et c'est un État,
Donc c'est les 3 pieds sur lesquels un pays est assis. Je dois dire que le premier président, Feu Modibo Keïta, a joué sa partition. Il a peut-être eu des choix économiques discutables, mais il a incarné ce que le Mali a été, ce que le Mali n'aurait jamais cessé d'être, à savoir un Mali avec des valeurs ancestrales, la probité, l'honnêteté, l'engagement, l'amour viscéral pour la patrie. Et il a fait de très bonnes choses, de très grandes choses, et il a incarné le Malien et la Malienne. Je dois avouer que si on devait, disons, Serge, faire un classement, très jeune quand il était au pouvoir, j'étais un enfant, mais quand on voit comment lui et tous ses camarades ont géré ce pays-là, avec de l'honnêteté, avec de la probité, certes avec parfois aussi des excès. On a quand même connu les excès des milices, pardon, des milices et des pionniers, qui ont parfois humilié même des personnes qui avaient l'âge de leur père et de leur grand-père. On a connu ces excès-là. On a connu aussi l'opposition politique. On sait ce qui est arrivé à Feu Hamadoun Diko et Feu Philidabo Sissoko. On a aussi connu les excès sous Modibo Keïta de l'armée malienne dans le nord, qui est à l'origine d'ailleurs de toute première rébellion, à savoir comment les populations civiles innocentes ont été massacrées par notamment un officier de Trice renommé Dibi Silas Diarra. On a connu ces excès-là sous Modibo. Mais dans la construction citoyenne, dans la construction du pays, dans l'élévation des valeurs ancestrales maliennes, je dois dire que le président Modibo Keïta a vraiment joué sa partition. Mohamed, vous étiez jeune, hein, vous n'étiez pas né à l'époque, même si vous êtes sur le plateau, je ne dirais pas le plus barbu, ça se dit pas. Oui, c'est surtout par serpent. Bon, il vaut mieux. Vous, qu'est-ce qui vous fascine quand vous voyez l'histoire de votre pays, le Mali? Qu'est-ce qui vous fascine? Quel est le président qui vous dit, celui-là, j'aurais voté pour lui s'il y avait la possibilité à l'époque de voter? Bon, en fait, vous avez un peu brossé mon âge, je n'ai pas connu Modibo. Je suis né sous Moussa, mais je n'avais pas de conscience humaine ni conscience politique pour savoir ce qui se passait. Donc nous, on nous appelle généralement les enfants du soleil d'Alpha, donc Alpha Clédéon. Donc c'est à partir d'Alpha que j'ai un peu développé même ma passion pour la politique, parce que je viens d'une famille très politique. Et mes premières élections, c'était à l'époque d'ATT, où j'ai voté pour ces derniers. Maintenant, je crois que chaque président a eu quand même ses mérites et a eu également ses handicaps. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour reconstituer le portrait idéal, c'est de prendre un peu chez tous et chacun, prendre le patriotisme et la détermination de Modibo, prendre la jeunesse de Moussa, prendre le charisme de Alpha, prendre la sagesse, sinon la connaissance des valeurs nationales des ATT, et surtout avoir la chance de IBK. Quand on réunit tout ça, c'est celui qui va faire le bon président actuellement. Quand je dis chance d'IBK, il est très chanceux, hein? La ville a beaucoup souri, parce que quand vous regardez parmi les hommes politiques, je ne pense pas qu'il y aurait un homme politique malien qui va occuper tous ces postes-là. Ça, si je parle de la chance de ce côté. La ville lui a souri, est-ce qu'il a souri à la ville? Bon, ça c'est une autre question. Donc, il ne faut pas interpréter autrement mes points. Donc c'est un peu ça. Je crois que, par exemple, on a aussi une fâcheuse tendance de reconnaître les mérites de nos chefs de l'État après, soit on les enterre, soit après qu'ils quittent le mandat. Mais maintenant, il y a un particulièrement qui m'a beaucoup marqué, c'est Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, par sa simplicité, par son ouverture, et c'est un homme comme ça qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que quand vous regardez notre pays aujourd'hui, on a un pays en lambeaux, où tout le monde est contre tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance entre les Maliens et la classe politique, il n'y a pas de confiance entre la classe politique, il n'y a pas de confiance entre la classe politique et l'armée, vice-versa. Donc on a besoin d'un homme de dialogue. Et un homme de dialogue, ces dialogues-là, on ne peut les mener qu'avec quelqu'un qui connaît les valeurs maliennes, qui sait écouter les peuples,
qui a aussi l'amour, c'est-à-dire de ces pays-là. Donc je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est ATT, mais aussi les charismes d'Alpha Omar Konaré, parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était quoi, en mai ou mars, avril 97, où il était parti à Kidal, où il avait lu un discours où il parlait du 11 mai. J'ai été quand même frappé par le charisme de cet homme-là et surtout son sens de la responsabilité, parce que depuis qu'il a quitté les affaires, quand même, il a essayé de maintenir une certaine distance pour ne pas interférer dans les champs de ses prédécesseurs. Je vais donner la parole au professeur Mamadi Sissoko. Bon, je crois que nous manquons de critères solides pour aller à la distinction et à la comparaison des chefs d'État. Mais je m'en tiendrai seulement à la typologie des régimes politiques. Nous avons deux temps, les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Si le mot n'a de sens que dans un contexte, il faut se convaincre que l'homme aussi n'a d'appréciation que dans un cadre. De 1960 jusqu'à 1990, c'était des régimes autoritaires. Autoritaires par le sens que des exigences démocratiques ne leur étaient pas obligées. Alors que de 92 à maintenant, les chefs d'État avaient des exigences. La conquête, l'exercice du pouvoir sont encadrés. Or, dans l'autre cas, il y avait peut-être vers la fin semblant d'encadrement. Mais quand je pense que pour être président de la République sous Moussa Traoré, par exemple, dans la Constitution 14 ou dans les documents de l'UDPM, il fallait être d'abord le secrétaire général du parti. Et seul le secrétaire général pouvait être le candidat. Donc vous voyez déjà que les deux périodes, il fallait les déterminer. Et le président autoritaire avait plus de poids, plus de liberté, plus de zone de manœuvre. Donc alors que dans la démocratie, le président, tout ce qu'il doit faire est encadré, doit avoir un fondement. Donc au regard de ces exigences et de ces constats, il m'est difficile de confondre ou de vouloir distinguer ces personnalités l'une de l'autre. Mais ce que je peux dire, d'autres ont marqué leur temps. Chacun a fait une poussée importante vers la consolidation, le développement du Mali. Chaque situation a ses échecs, chaque situation a ses réussites. Sinon, dire aujourd'hui qu'un tel président a été le meilleur ou pas, je pense qu'on risque d'être dans la subjectivité et que je m'en garde à cela. Alors on va mettre le pied dans le plat. Qui il faut pour le Mali? Qui il faut? Voilà. Merci, Serge Daniel. Moi, j'aimerais nuancer les propos du professeur. Allons-y. Je considère que les régimes dits autocratiques, en tout cas les deux premières républiques, en tout cas ont maintenu le pays, le Mali, indivisible, uni et respecté. Le Mali de Modibo Keïta, le Mali de Moussa Traoré n'a rien à voir avec le Mali soi-disant démocratique d'aujourd'hui. Je suis désolé. Nous étions un pays respecté. La première fois que je suis allé à Paris, j'ai juste pris mon avion, j'ai présenté mon passeport malien et je n'avais pas besoin de visa. Nous avions une armée respectée. Nous avons une administration publique respectée qui travaillait correctement. Nous avons surtout une excellente éducation dont moi j'ai profité, ma génération. Nous avons des valeurs et des principes. Tout ceci est parti en lambeaux à partir de la soi-disant démocratisation du Mali. Et moi, professeur, j'estime que les présidents qui se sont succédés depuis 1992 étaient aussi autocratiques que les deux premiers. Parce que ce que décrit le professeur, ça c'est ce qu'on lit en sciences politiques dans les livres, c'est ça effectivement la démocratie. Sauf que nous, on n'a pas eu de démocratie. On a eu des élections pluralistes qui ont amené à la tête de notre pays des clans
n'ayons pas peur de mots, des mafias qui ont pillé ce pays-là. Qui ont pillé. Je prends un exemple. Notre constitution, qui est une pâle copie de la constitution 1958 française, que De Gaulle a taillée sur mesure pour lui-même, dit que le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est une particularité française d'ailleurs, et francophone malheureusement, est issu du parti qui gagne les élections législatives. À une exception près, IBK, aucun des présidents n'a appliqué cela. Donc le président élu, on sait comment d'ailleurs depuis 1992, a toujours eu tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que depuis 1992, on a des présidents... certes, la façon d'arriver au pouvoir a changé. Et comme il le dit, c'est encadré, mais on sait par quoi c'est encadré. Comme l'a dit mon jeune frère, presque mon fils d'ailleurs, c'est malheureusement encadré par l'argent. On sait qu'aujourd'hui, il a raison. S'il veut être candidat et gagner des élections, il lui faut entre 10 et 15 milliards pour les gagner, dans un pauvre pays comme le Mali. Donc, ce sont des élections qui ont toujours été encadrées par l'argent, par, disons, des intérêts communs. Donc, moi, je nuance cela. Alors, qui il faut? Moi, je pense qu'il faut un serviteur. Hein? Un serviteur. Ah, j'ai entendu un Serge Daniel. Un Serge Daniel. Je voulais qu'il me provoquait. Oh non, il a trop de défauts pour être président. Il faut un serviteur. Il faut quelqu'un qui dise « Je viens pour servir mon pays, pour servir ma nation. Je n'attends rien de cette fonction-là. Je n'attends ni bien matériel, ni reconnaissance, ni renommée, ni rien du tout, ni confort. Je suis au service de mon pays. Et je me mets au service de mon pays. Et rien d'autre ne compte pour moi que mon pays et comment je peux d'abord le faire sortir du trou où il est, parce qu'on est dans un trou, et le faire avancer. Et je suis là pour combattre tous les clans, toutes les mafias, tous les intérêts corporatistes qui ont mis à genoux ce pays-là en 30 ans de démocratie électorale. J'insiste là-dessus, et non de vraie démocratie. Mais si on a quelqu'un qui va représenter des intérêts corporatistes, des clans mafieux, on s'entend. Pourquoi vous pensez que depuis 30 ans, on a des gouvernements pléthoriques, 35 ministres, je crois qu'on a même frôlé 40 moments? Parce qu'il faut partager le gâteau. C'est aussi simple que ça. Un pays comme le Mali, avec 20 ministres, vous le gouvernez très bien. 20-25 ministres, vous le gouvernez très bien. Si on a 40 ministres, c'est parce que tout le monde, tous ceux qui ont contribué à faire arriver au pouvoir une personne avec son clan, ben, ils doivent être récompensés. Donc, il faut simplement un serviteur de la nation. Si on arrive à trouver un serviteur de la nation qui n'a d'autres ambitions que cela, ben, on sera sauvé. Sinon, 2022, ce sont les mêmes, peut-être qu'ils vont changer d'habit, de choses qui vont revenir. Et comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura, je suis persuadé, un autre coup d'État dans quelques années. Un serviteur de l'État, il faut... C'est-à-dire, moi, je pense que ce qu'il faut pour le Mali, il y a trois types de pensées. C'est-à-dire, la première perception, c'est vraiment l'idéalisme. C'est-à-dire, dire idéalement, on rêve, quoi, qu'est-ce qu'il nous faut. Voilà un homme providentiel qui descend avec une baguette magique, un messie, un prophète pour vraiment, avec la baraka de Dieu, nous aider à sortir de cela. Mais là, c'est impossible. Et il y a cet homme-là qui est au milieu, c'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il y a un grand paradoxe aujourd'hui entre qui il faut pour la situation et ce qu'on a sur les champs politiques. Aujourd'hui, les Maliens veulent quelqu'un de nouveau pour diriger les pays, avec de nouvelles méthodes, avec de nouveaux projets. Or que techniquement, il est impossible de venir s'imposer dans les marigots politiques
sans soutien politique. Et le soutien politique, c'est qui? C'est cette même ancienne classe politique que le tonton vient de décrire tout de suite. Donc on veut qui? Pour trouver le juste milieu, c'est quelqu'un qui a une vision pour les Mali. Les Maliens doivent cette fois-ci voter pour un projet de société, pas pour un homme. Et ce projet-là, on a besoin d'un homme qui va être un manager. Et un manager, ça sous-entend une équipe. Dans la classe politique, tout le monde n'est pas mauvais. Vous avez vraiment les mauvais, vous avez les passables, vous avez les bons. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un consensus entre les bons pour se mettre ensemble et désigner les meilleurs d'entre eux pour vraiment sortir ces pays-là du trou? Et cette personne, elle doit aussi incarner des valeurs humaines, comme l'intégrité, comme le patriotisme, comme je le disais tout de suite, mais elle doit aussi avoir des capacités techniques. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est les élections, tout le monde amène un programme. Et leur programme, là, ça ressemble un peu au bazin qu'on vend. C'est-à-dire, ceux qui vendent connaissent que c'est telle marque ou telle marque. Nous, comme ça, je ne sais pas, la marque de la dame, là, c'est quoi, ni celle-là, ni celle-là. C'est comme ça les programmes. Il n'y a pas de projets smart, c'est-à-dire des projets réalisables. Chacun vient nous dire, oh, je vais vous donner de l'eau. Mais cette fois-ci, il faut que les jeunes, vous demandez aux candidats, comment est-ce que vous allez nous donner de l'eau? Il faut qu'il détaille son plan. Je vais créer des emplois. C'est très facile de dire que je vais créer 5000 emplois. Vous regardez par exemple en France, quand un ministre dit qu'il a un plan pour sauver le chômage ou sauver une entreprise, il explique où est-ce qu'il va sortir les ressources. Il explique comment il va financer son plan. Il explique quels sont les jeunes, quels sont les secteurs qui seront visés. Donc je crois qu'on a besoin d'un manager qui est à la tête d'une équipe, qui a une vision, et cette vision-là qui est traduite par un programme. Et ce programme-là, excusez-moi, c'est la partie la plus importante, 30 secondes. On va y aller. Ce programme-là doit avoir des mini-plans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Mali, on a plusieurs problèmes. Il faut un plan Marshall pour le Mali des zones reculées. Nous, on est dans le Mali de Bamako, Kaï, Sikasso et autres. Mais je vous assure, quand vous partez à l'intérieur, c'est un autre visage. Il y a des Maliens qui ont oublié même qu'ils sont Maliens. Parce qu'ils ne voient plus l'État, ils ne voient plus l'importance. Je me demande même comment ces derniers-là iront voter. Il faut un plan Marshall pour les centres. Il faut un plan Marshall pour le Nord. Il faut un plan Marshall pour la jeunesse. Parce que cette jeunesse malienne actuelle, qui représente une frange importante de la société, est une bombe à retardement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, l'erreur que font les politiciens, c'est de penser que les Maliens de 2020, c'est les mêmes Maliens de 90. Je donne la parole à Mamadi, au professeur Mamadi Sissoko. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. C'est-à-dire que chaque régime politique détermine son nom. Chaque régime politique, chaque forme de gouvernement détermine les critères de celui qui doit diriger. La Constitution de 92 a prévu des critères formels pour être président de la République. Mais aussi les circonstances actuelles dans lesquelles nous vivons nous donnent l'opportunité aussi de conforter ces critères constitutionnels. La position est très claire. Dans le préambule, nous sommes dans une démocratie pluraliste et dans la construction d'un état de droit. Prenons ces deux mots. L'état de droit, c'est la conformité des citoyens et des actes de ceux qui nous gouvernent au droit. Tout ce qu'ils doivent faire doit être conforme au droit. Donc, celui qui a le profil d'être président dans ce contexte ne peut être qu'un légaliste. Il faut qu'il ait l'amour du droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Constitution. Quand on dit démocratie pluraliste, qu'est-ce que la démocratie? Trois éléments définissent la démocratie. La souveraineté du peuple, quelle que soit l'école. La consécration des droits et libertés et le pluralisme, qui peut être économique, politique et social. Économique parce que l'État doit se désengager progressivement à la faveur des initiatives privées. Politique parce qu'il ne peut pas avoir un seul parti. Social, il ne peut pas avoir un seul syndicat.
Donc, dans un tel contexte, il y a deux corollaires, l'état de droit et l'alternance politique. C'est par des systèmes de rotation que des majorités vont se succéder à la gestion de l'État. Donc, dans ce contexte, il nous faut un démocrate qui accepte l'alternance, qui accepte l'état de droit. Qu'est-ce qu'un démocrate? C'est celui d'abord qui croit en l'homme. C'est celui qui croit que tous les hommes sont égaux. Donc il croit en l'égalité des hommes. C'est celui qui croit aux vertus, au mérite. C'est celui qui place le bien commun au-dessus de tout. Donc quand nous regardons ces critères déjà, nous pouvons dire encore que la Constitution elle-même, le régime démocratique que nous avons choisi, a déjà défini les critères de l'homme qui doit nous gouverner. Mais pourtant, vous allez me dire, mais on a eu l'occasion d'élire des présidents de 90 ans maintenant. Mais c'est parce que ces critères n'ont pas été certainement observés à fond. Ou ces critères ont été mal utilisés ou détournés. Mais ce sont quand même les critères que nous pouvons tirer de la Constitution de 92 en vigueur. Mais au regard des circonstances actuelles, le pays est dans une situation socio-politique alambiquée. Nous sommes dans une profonde crise que d'autres appellent multidimensionnelle. Alors que faut-il faire dans cette situation? Il faut dénicher un patriote. Et qu'est-ce qu'un patriote? C'est celui qui place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. C'est celui qui aime son pays. C'est celui qui rassemble, qui est convaincu qu'on ne peut rien faire d'efficace, de potentiellement positif, tant qu'on ne s'associe pas, que le pouvoir appartient au peuple. Voilà le patriote. C'est le monsieur qui va rassembler toutes les forces vives de la nation et face aux nombreux défis. Mais c'est le monsieur qui va admettre les mécanismes de la compétition. Le jeu politique, il va respecter l'opposition et savoir que je n'ai pas les mêmes idées que celui-là, mais c'est dans le cadre de l'État, il est meilleur dans ce domaine. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, il connaît ses propres limites, mais il sait apprécier aussi les autres dans leurs limites. Voilà un peu le patriote. Mais cela ne suffit pas. Pour être patriote, il faut être contemporain. Il est bien de penser au passé. On ne peut rien faire sans le passé. Tout a un passé. Mais malheureusement, c'est pour consolider le présent. Il faut être contemporain. Il y a des choses hier qui fonctionnaient dans le régime féodal, qui ne fonctionnent pas dans le régime démocratique. On n'est plus président parce qu'on est de telle famille. On devient candidat parce qu'on est citoyen. Il faut appliquer les principes de la démocratie. Tous les hommes sont égaux, sans discrimination. C'est la citoyenneté qui doit primer. Voilà l'homme qui doit avoir cette vision. Et c'est cette vision qui va conforter l'unité nationale. C'est cette vision qui va construire, qui va booster le développement. Et dernier caractère enfin, c'est tout simplement un monsieur qui a une vision internationale des choses. Dans le patriotisme, nous ne vivons pas isolés, nous vivons dans un monde planétaire, nous sommes dans un monde globalisé. C'est un monsieur qui aura le sens des relations internationales pour défendre les intérêts du Mali. Donc, moi je pense aujourd'hui, au regard de ces critères constitutionnels et au regard des exigences de la situation, des circonstances actuelles, nous pouvons dessiner le véritable président de la République. Je vous remercie. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est très articulé, très structuré ce que vous dites sur ce portrait-là. Alors, la question que j'aimerais poser, est-ce que finalement, lorsque on élit un président,
est-ce qu'il ne faut peut-être pas revoir les lois de la République pour le démettre s'il ne fait pas cela? Parce que le sentiment qu'on a, c'est que pour le démettre, il faut un coup d'État. On a eu un coup d'État il n'y a pas longtemps. Ou pour le démettre, on dit tout simplement, il est là pour 5 ans, 5 ans après, on ne va pas voter pour lui. Est-ce que si celui qui est élu parce qu'on estime qu'il a les qualités que vous énumérez, s'il déconne entre guillemets, est-ce que la loi ou les lois de la République ne peuvent pas permettre de le démettre? Est-ce que s'il sait, par exemple, s'il a une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, est-ce que ça ne va pas mieux fonctionner que cela? C'est-à-dire, nos institutions ne sont-elles pas finalement faibles par rapport à un président élu démocratiquement ou pas? Oui, Serge, je disais tantôt que la Constitution de février 92 est un copier-coller de la Constitution française. Or, cette Constitution a été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours que le bon Dieu crée des hommes de la trempe de De Gaulle. D'accord? C'est une constitution qui est très complexe, et si on n'a pas des hommes d'État de la trempe d'un De Gaulle, ça ne fonctionne pas. En réalité, cette constitution a installé à la tête de nos États des monarques républicains. C'est ça qui explique toutes ces dérives que nous avons vues depuis 30 ans. Parce que le chef de l'État, dans la constitution que nous avons, a droit de vie et de mort sur tous ses concitoyens. Et il peut s'accaparer tous les autres pouvoirs, alors que normalement, il n'est que le chef de l'exécutif. C'est simple. Lorsqu'il y a des élections présidentielles, ça a été le cas en 2013. Je crois que quand le président Ibeka a été élu, il avait, et ça vous allez me corriger, il avait 1 ou 2 députés, le RPR, non? Oui. Oui. Et puis on a fait les élections législatives, il a eu 77 députés. En plus, si vous permettez, on devait faire les législatives avant la présidentielle. Exactement. Et finalement, on a fait la présidentielle avant les législatives, ce qui a permis de booster le nombre de députés. Voilà, on passe de 3-4 députés à 77. Tout à fait. Comment? 13, très bien, de 13 à 77. Vous voyez, c'est parce qu'on est encore dans des sociétés où on va vers le pouvoir, on veut être avec le pouvoir, parce qu'on voit les avantages d'être avec le pouvoir. C'est pour ça que je dis, en réalité, on parle de démocratie, professeur, on peut même se poser la question si nous sommes mûrs pour la démocratie. Si on a une société qui est mûre pour la démocratie. Ces Européens-là, ils ont mis 3-4 siècles, ils ont coupé la tête de roi et tout ça, ils ont fait des révolutions. Et même quand ils ont fait la révolution, ils ont coupé la tête du roi, ils ont mis Napoléon qui est devenu lui-même après un empereur. Donc c'est pour vous dire que la démocratie, c'est un objectif ultime d'une société. Ça prend du temps, il y a des préalables. Vous n'allez pas parler d'élections à des gens qui sont à Taoudeni ou à Kenyeba. J'ai regardé une vidéo hier, le fleuve à Kenyeba, personne ne peut plus boire de l'eau à Kenyeba. Les Chinois ont tout pollué. On dirait qu'il n'y a pas d'État dans ce pays. Alors qu'en face, en Guinée, au Sénégal, il n'y a rien. Mais chez nous, les Chinois ont pollué tout le fleuve à Kenyeba. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la démocratie, c'est un objectif ultime. Et puis, la démocratie, ce n'est pas une fin en soi, ça ne se mange pas. Si vous allez à la maison ce soir, vous n'allez pas manger la démocratie, vous allez manger du thau, du bassi, du hablo, je ne sais pas comment on appelle, tout ça. Mais c'est parce qu'il y a des pays qui n'ont pas, c'est comme dit la démocratie, et on aimerait être ces pays-là. Il n'y a pas de pluralisme en Chine, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pluralisme à Dubaï. Qui n'a pas envie d'être aujourd'hui à Dubaï? Qui en 1974 était un peu plus développé que Tombouctou? Croyez-moi, Dubaï. Je vous assure, un peu plus que Tombouctou et Gao. C'était les déserts avec les chameaux. Donc je pense qu'il faut que les Maliens comprennent que la démocratie, c'est une organisation politique, sociale, qui permet d'arriver à quoi? Le bien-être de la population. Toutes les
tous les systèmes se valent à condition que la population arrive à un bien-être. Si c'est le parti unique en Chine, mais faisons le parti unique. Si c'est la monarchie comme au Maroc, comme à Dubaï, ben faisons ça. Ce n'est pas une fin en soi. On ne va pas passer tout notre temps à dire démocratie, démocratie, constitution, c'est là. Alors qu'on est l'un des pays les plus pauvres. Depuis qu'on pratique la démocratie, l'école est par terre, la santé est par terre, on n'a plus d'armée, on a 25 000 troupes étrangères sur notre territoire, 80% du territoire est occupé par des groupes armés terroristes parce qu'on ne peut pas les combattre. On est respecté nulle part. Donc c'est pour vous dire que bon, la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Si c'était pour ça que les jeunes sont morts en mars 91, je suis sûr que demain, si on va au cahier des martyrs à Nyarela, on réveille les jeunes qui sont enterrés là-bas, on leur dit, regardez ce qui est devenu votre pays. Je vous jure, s'ils pouvaient s'adresser au Bondi en disant, non, 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 est-ce que vous pouvez nous faire revenir à la vie? Parce que nous, on n'est pas morts pour voir notre pays dans cet état-là. Ce n'est pas pour ça qu'on a donné notre vie. Donc, je pense que les Maliens doivent s'interroger sur le modèle même d'organisation de la société. La démocratie n'est pas une fin en soi. Bon, maintenant, on l'a choisi. On fait comment? Comme le dit le professeur, là, sur ce point, je suis d'accord, il faut des vrais démocrates. Un vrai démocrate, c'est celui qui gouverne pour le bien de la cité, pas pour son bien personnel, ou le bien de son entourage, ou le bien de sa famille. Il gouverne pour le bien de la société. Et gouverner pour le bien de la société, comme il a dit, c'est impliquer tout le monde. Pour moi, le portrait robot du futur président, le professeur a dit 4-5 fois, c'est un monsieur. C'est un monsieur ou une dame. Professeur, il y a quand même des dames. C'est vraiment celui qui a du leadership pour attirer les bonnes compétences honnêtes et intègres. Et ça, je peux vous dire, par contre, c'est peut-être ça la grande chance du pays. C'est que c'est un pays qui regorge d'excellents talents. C'est un pays qui regorge encore d'excellents talents, compétents, honnêtes et qui ont le souci du pays. Il y en a à profusion à l'intérieur du pays, il y en a à profusion à l'extérieur du pays. Le futur président de ce pays, c'est quelqu'un qui devrait pouvoir justement rassembler ces compétences-là pour avoir une équipe de combat au service du pays. S'il n'est pas capable de réunir ces compétences, si c'est plutôt quelqu'un qui va réunir tous ces partis politiques qui ont géré le pays pendant 30 ans, qui ont amené le pays dans cela, et qui vont faire business as usual. Ok, il faut me soutenir si je suis président, tu seras président de l'Assemblée, conseil économique, ambassadeur, voilà, il y aura 40 ministres, chacun va prendre un petit budget, un petit ministère, tu vas gérer un budget de 4-5 milliards, tu rembourses tes frais. Si c'est business as usual, à mon avis, ça ne va pas marcher. Assouris. Oui, en fait, moi je suis tout le temps dubitatif quand il s'agit des hommes. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait une équipe, sinon vraiment un mouvement de changement. Parce qu'il ne sert à rien de changer les têtes si le corps ne suit pas. Et aujourd'hui, on est, à cause de la limitation du sujet, on parle des présidents de la République, mais il y a aussi les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens maliens pensent que les élections, c'est un moment pour se frotter les doigts, pour se frotter les mains, pour prendre de l'argent, prendre des t-shirts, prendre des promesses de campagne, etc., et voter. Et tant qu'on n'arrive pas à changer, c'est-à-dire cet état d'esprit de nos citoyens, et on a vu à chaque fois que les citoyens, les partis politiques, les associations se sont levés, ils ont pu faire barrage, malgré les arsenaux dont dispose le président. Vous vous rappelez le mouvement anti-Apana, il y a d'autres mouvements comme ça, où à chaque fois qu'on s'engage réellement pour la nation, on arrive vraiment à obtenir des résultats. Mais après, pourquoi est-ce qu'il y a des dynamiques pareilles, des dynamiques citoyennes qui naissent souvent dans un grain, qui prennent corps, qui amènent des jeunes activistes, des partis politiques, des hommes d'affaires? Pourquoi à un moment donné, paf, ça s'arrête? On voit récemment avec les M5 aussi qui a pu prendre forme, qui a pu vraiment faire beaucoup de choses, mais qui après s'est estompé. Donc, vous amenez les meilleurs présidents, profils présidentiels au monde, mais s'il n'y a pas la volonté des citoyens, si on n'arrive pas également à formater les citoyens. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'il faudrait qu'on priorise.
Il y a tellement de problèmes au Mali actuellement. Je le disais dans l'introduction, peut-être je n'ai pas été clair. Même un Messie ne peut pas régler cela. On a tellement de problèmes. Aujourd'hui, les gens disent un pays, mais on n'a pas un pays en réalité. Serge, vous qui partez souvent à l'intérieur, vous connaissez certaines réalités. Au départ, on vous montrait une carte pour vous dire que de telles zones à telle zone, c'est zone rouge. Maintenant, si on doit faire une nouvelle carte, une carte effective et réaliste, c'est-à-dire on doit prendre un feutre et tracer juste autour des villes et des villages pour dire que les petits points que vous voyez là, c'est ce qui reste du Mali. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand vous dépassez Ségou, même quand vous sortez de Bamako, ou même quand vous partez vers la forêt de Faya, vous commencez à bouillonner. Quand vous dépassez Ségou, vous commencez à être secoué. Hein? Quand vous dépassez Mopti, vous commencez à vous évanouir. Maintenant, quand vous arrivez de l'autre côté là, vous demandez, mais vous êtes où? On n'a pas cela. Et aujourd'hui, c'est ça la priorité. Et on va organiser des élections. Elles ne seront pas parfaites, mais on va rentrer dans un agenda international qui veut forcément qu'il y ait des élections. Eh oui. Donc, la classe politique, les citoyens doivent lancer à partir de maintenant des appels citoyens pour dire vraiment on est fatigué. Pour profiter même d'un pouvoir, il faut avoir un pays. Les gens sont en train de penser qu'ils auront les privilèges. Mais vous aurez de l'argent, mais vous ne pourrez pas les dépenser nulle part. Parce que dans votre même, pour survivre, regardez la capitale aujourd'hui, les phénomènes d'insécurité. Et je parlais de la jeunesse. Donc il faudrait, Serge, trouver vraiment un candidat qui a un programme réaliste, qui nous dise vraiment, moi ma priorité, c'est d'ici 5 ans, le jour où je quitte le pouvoir, vraiment je vous ramène le Mali, refondé certes, mais où on peut circuler librement, où on peut vivre dignement, où on peut avoir le minimum. Et les gens sont en train de parler de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Mais cela ne représente rien dans la vie d'un État. Il ne faut pas qu'on calque la vie, nos vies en tant qu'humains, parce que j'ai 40 ans, je ne suis pas encore ministre, et donc le pays n'avance pas. Non. 60 ans, c'est rien dans la vie d'un État. Donc prenons le temps de prendre les bonnes priorités, parce que ça ne sert à rien de voter pour les meilleurs gars aujourd'hui, si demain c'est pour continuer les mêmes pratiques partisanes, amener un premier ministre de sa famille, etc. etc. On a eu pratiquement tous les types de présidents. Par exemple, en 2013, les Maliens ont voté un homme, parce qu'ils pensaient que c'était l'homme de la situation. En 2002, on a voté ATT, malgré que ce n'est pas un politique, hein, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un ingénieur non plus sorti des grandes écoles, mais on s'est rendu compte qu'il a plus réalisé que certains politiques de carrière. Donc je pense qu'on doit voter pour quelqu'un qui a réellement un chronogramme. Et quand je parle, excusez-moi, du manager, c'est vraiment quelqu'un qui peut nous dire, par exemple, quand vous prenez le Rwanda, quand un fonctionnaire est nommé à un poste, vous avez un cahier de charges. Par exemple, on vous met aux impôts, vous dites aujourd'hui le taux de recouvrement des impôts au Mali est de 28%. Donc sur une année, vous le ramenez à 45%. Dans une année, on n'a même pas besoin des interventions ou bien des imams pour sortir par-ci et là, non. On vous fait asseoir, messieurs, le taux il est à combien? Ah, il est à 40%. Et là, on peut vous maintenir. Vous voyez, donc il faut vraiment des idées comme ça et pour essayer de sortir. Vraiment recouvrer les pays, parce qu'aujourd'hui on n'a pas un pays. Celui qui vous le dit, il vous ment politiquement. Il vous ment politiquement. Même ces autorités-là n'osent même plus sortir par route de la capitale. Même par route, maintenant, ils font des cortèges spéciaux. Souvent, quand vous regardez en ville, vous voyez un convoi, vous pensez que c'est une mission qui part au nord. Non, c'est un des nouveaux responsables là qui va à côté tout près ici. Professeur Sissoko, est-ce qu'un président, est-ce qu'un bon président, est-ce qu'un bon leader, est-ce qu'un bon président, ce n'est pas aussi son entourage? Merci, M. Serge. Le pouvoir ne se conquiert pas seul. Surtout dans le cadre démocratique, le pouvoir est toujours conquis par un groupe, par des méthodes et dans des procédures.
la conquête du pouvoir présidentiel est encadrée dans sa conquête comme dans la fin de l'exercice. Si les principes sont respectés, tout ce que nous déplorons aujourd'hui peut avoir une issue favorable. Un bon président, c'est qui? Le bon président, c'est celui qui a été élu de façon transparente, honnête. Ibeka a été élu de manière transparente en 2013. Premier mandat, oui. Deuxième mandat, je vais vous dire ensuite qu'un bon président élu, c'est celui dont l'élection a été certifiée par les institutions. Parce que Serge est démocrate et légaliste, je l'ai dit. Ne l'oublions pas, je ne fais pas de la science politique, je fais du droit. Quand la Cour constitutionnelle confirme une élection, on peut ne pas être d'accord, on peut commenter, mais c'est le président. Je m'en tiens à ça et je travaille dans ce cadre. Je vous ai dit au tout début, il faut être légaliste. Le consentement de la volonté, le consentement de la population est essentiel. Je ne critiquerai pas une constitution dans la mesure où c'est la volonté d'une population. Quand une population, 50% plus 1, décide de poser un ensemble de règles fondamentales pour soutenir son unité, moi je m'en tiens à ça. Je ne peux pas avoir mes idées personnelles, mais ce qui est certain, je respecte la volonté du peuple et je travaille dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, vous m'avez demandé il y a peu de temps, est-ce que si le président déconne, on ne peut pas le faire partir? Tout cela, quand il y a une crise dans l'État, c'est la Constitution qu'il faut interroger. Est-ce que quand le président déconne, au Mali aujourd'hui, au regard de la Constitution de 92, il y a une manière de le faire partir? Voilà la question. Il y a eu des coups d'État, mais ces coups d'État, c'est au mépris des règles constitutionnelles. Les gens feront toujours ce qu'ils veulent. Mais dire que le droit les a dit de faire ça, non. Donc il faut, c'est pourquoi j'ai dit cette fois-ci, il faut choisir un homme qui a la foi du droit, qui a la foi de la loi, qui sait très bien que nous sommes des hommes, nous vivons dans un cadre organisé et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de tenir compte de la loi. Je vous remercie. Alors quand vous dites, je veux rester avec vous, professeur, quand vous dites par exemple qu'il faut respecter la Constitution, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. On ne peut pas respecter la Constitution parfois. Prenez par exemple, que dit la Constitution malienne, béninoise, c'est valable pour la Constitution tchadienne. Lorsqu'il y a vacance du pouvoir, il faut organiser des élections au bout de 40 jours. Est-ce que vous pensez qu'au Mali ou dans un autre pays, on peut organiser pays africains, on peut organiser des élections en moins de 40 jours? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On l'a vu par exemple en 2013 avec M. Diokounda Traoré. On ne pouvait pas organiser des élections en 40 jours. Si vous prenez le Tchad aujourd'hui, Déby n'est pas là. Si on veut respecter la Constitution, c'est d'organiser les élections en 40 jours. C'est impossible. Nous ne sommes pas capables de respecter nos constitutions, professeur Mamadi Sissoko. Dans pareilles conditions, je crois qu'il ne faut pas dire que c'est impossible. Alors, enfin, on constate de toutes les manières. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle est chargée de la régulation et de l'interprétation de la norme constitutionnelle. Devant une telle situation, et que la Constitution dit 20 jours au moins et 40 jours au plus, c'est la Cour qui a la capacité, lorsqu'elle est saisie, de proroger même de plus de 2 ans. Oui. En France, c'est la Cour constitutionnelle qui peut faire ça. En France, donc il y a la solution. C'est le président maire en France. En 40 jours, on organise des élections. Oui. Ici, nous sommes incapables de le faire. La Cour proroge. Oui. C'est comme ça. Donc moi, je dis aujourd'hui, il ne faut pas justifier ces blocages, comme si c'était des blocages qui pouvaient nuire à quelque chose, de justifier une nouvelle constitution. C'est de la méconnaissance ou tout simplement c'est de la mauvaise volonté. Je dis aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est à même de régler cette question. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad. Au Tchad, il y a eu volontairement et délibérément un coup d'État. Si la Constitution a prévu que le président de l'Assemblée nationale doit prendre le pouvoir en cas d'empêchement du président, définitif du président en exercice, et que le président de l'Assemblée démissionne, que faut-il faire
poser la question à la Cour constitutionnelle. Vous parlez quand même constitutionnel. Oui, C'est à la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle. C'est terminé. Moi, je m'en tiens à saisir la Cour constitutionnelle. Si tout le monde doit respecter, vous savez, regardez la mafia, pourquoi elle dure depuis tant d'années, sur le respect des règles. La mafia, toute organisation qui respecte ses règles va survivre et va aller au-delà des obstacles. Mais lorsque nous banalisons nos propres règles, nous ne pouvons pas nous en sortir. Le plus fort aura toujours tendance à s'imposer au plus faible. Et c'est ce qui est regrettable. Je donne la parole à M. Abek. Merci. Le professeur est dans son rôle et il ne peut pas dire autre chose. Mais soyons... C'est le fétichisme de la Constitution. Exactement. Mais soyons pragmatiques. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. On sait très bien qu'on reste dans le cas du Mali. On ne peut pas organiser des élections en 40 jours. On le sait. Maintenant, le professeur a parlé de la Cour constitutionnelle. On a toujours eu un troisième tour électoral ici au niveau de la Cour constitutionnelle. Toujours. Depuis 1992 jusqu'au dernier round qui a fait partir le régime de Ibeka. La Cour constitutionnelle ne s'est pas contentée de dire le droit, mais la Cour constitutionnelle a toujours été un acteur électoral décisif dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État se sont toujours arrangés à mettre des gens qui sont accommodants au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, je pense, professeur, il y a le cadre, il y a vos cours de droit, il y a ce qu'on doit faire et il y a la réalité. C'est pour ça que je dis, on n'a jamais pratiqué la démocratie dans notre pays. Parce que s'il y avait la démocratie, il n'y aurait jamais eu de troisième tour électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Jamais. Parce qu'on aurait eu des juges qui auraient dit le droit. Et ça n'a jamais été le cas. Et c'est ça qui nous a amenés dans ces ruptures violentes. Écoutez, pour moi, un coup d'État, c'est toujours un recul pour un pays. Toujours. Les militaires ne sont pas faits pour gérer la cité. Les militaires sont faits pour défendre la cité. C'est pour cela qu'ils s'engagent, c'est pour cela qu'ils sont formés, et c'est pour cela que nous, les citoyens, nous levons des impôts pour les former, les habiller, les armer, pour qu'ils nous défendent. Mais ils ne sont pas formés pour gérer la cité. Donc un coup d'État est toujours un recul pour un pays. Mais ça vient parce que justement il y a ces blocages, parce qu'on n'est pas dirigé par des démocrates qui interprètent et qui mettent des gens pour interpréter les textes en leur faveur. Donc ayons le courage aujourd'hui de dire notre constitution là de 1992, ça ne fonctionne pas, ça amène à la tête du pays des monarques républicains qui se croient tout permis et qui font tout. Donc trouvons nous-mêmes les ressorts, réfléchissons, on a des juristes, on a des sociologues, on a des historiens, on a des traditionalistes, mettons-nous autour d'une table pour faire une constitution qui sort de nos tripes, basée sur nos réalités, basée sur notre culture, basée sur... Écoutez, les Européens, là, ils sont venus quand sur notre continent? Je signale quand même que nous sommes le continent qui a donné l'humanité. Ils sont venus quand, les Européens? Avant qu'ils ne viennent, comment on vivait? Comment nos sociétés étaient organisées? On ne savait même pas que les Européens existaient. Donc je pense qu'il faut revenir à cela et tirer un trait sur cette constitution qui ne nous a amené que des crises. Le président Alpha a déjoué 2 coups d'État, ATT est parti par un coup d'État, Ibeka est parti par un coup d'État. Donc tirons les leçons pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? On ne va pas chaque 4-5 ans avoir un coup d'État. Donc moi je pense personnellement que pour revenir au sujet de notre débat, il nous faut vraiment, je pense que la transition, elle a perdu trop de temps, peut-être qu'elle n'aura pas le temps de faire cette refondation. Il nous faut, nous, Maliens, élire un visionnaire, un leader, un serviteur, quelqu'un qui peut rassembler les bonnes volontés qui existent, qui peut rassembler les gens compétents et honnêtes pour refonder ce pays, refonder ses institutions. Parce que comme on le dit, les institutions ne valent que par
ce qui les anime. Vous pouvez mettre la plus belle constitution au monde, si c'est mal animé, on aura toujours ce qu'on a eu dans ce pays-là. Donc il nous faut ce visionnaire-là pour faire ce travail en profondeur, pour que ce pays puisse rebondir et repartir. Mais sinon, on va mettre un sparadrap sur une plaie puante et on va avoir exactement les mêmes conséquences que nous avons eues. 2 coups d'État en 8 ans. Alors, pour répondre à la question, mettons dans cette constitution que nous-mêmes, les Maliens, on va interroger notre culture, on va interroger notre vivre ensemble, on va mettre en place, trouver un mécanisme pour dire oui, on va élire un président, et mais si il franchit le Rubicon, s'il fait ça, il fait ça, il fait ça, trouvons un mécanisme pour qu'à l'Assemblée ou au Sénat ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ou sous l'arbre à palabre, on dit, Monsieur le Président, vous avez franchi la ligne rouge, nous allons vous destituer, comme le font les Américains. Ils ont dans leur constitution ce qu'on appelle le impeachment. Ils n'ont pas besoin des militaires pour enlever Trump. Ils ont essayé de l'enlever 2 fois. Après, eux-mêmes, ils sont allés aux urnes. Et pour finir, Serge, je suis totalement d'accord avec mon fiston. Il n'y a pas que les dirigeants qui doivent changer. Nous, les Maliens, doivent changer. Et surtout, vous, les jeunes. Il est temps d'arrêter d'aller voter pour un t-shirt pour 5 000 francs et passer le message aux jeunes qui sont dans les villages et tout ça. Parce qu'on ne peut pas, chaque 5 ans, dire le pays est par terre, on est mal dirigé, l'argent est détourné. C'est vrai, l'argent est détourné. Peut-être le Mali aujourd'hui est le pays le plus corrompu de la planète. Et tous les jours, ça sort. Mais qui a mis ces dirigeants-là? C'est vous qui avez voté pour eux. Donc, je pense qu'on n'aura pas le bon leader si vous, les Maliens, vous ne prenez pas conscience que de votre poids et que la destinée de ce pays n'est pas entre les mains du futur président de la République, c'est entre les mains de vous et surtout vous les jeunes parce que vous êtes 75% de la population. Si vous décidez de voter pour un voleur, votre pays va continuer de s'enfoncer. Si vous décidez de voter pour un serviteur, le pays va petit à petit remonter. Il faut pour vous des institutions fortes. Absolument. Et pas des hommes forts. Mais c'est les hommes forts qui amènent les institutions fortes. Barack Obama a dit des institutions fortes. Lui, il est américain. Mais qui a mis en place les institutions fortes? Les pères fondateurs des États-Unis. George Washington, Thomas Jefferson, Adams et tout ça. C'est eux qui ont mis en place les institutions. Mais surtout, c'est eux qui ont animé les institutions en donnant le bon exemple. Parce qu'on ne dirige que par l'exemplarité. Si le président vole, les 100 000 fonctionnaires maliens vont voler. Il n'y a rien à dire. Si vous êtes violent dans votre famille, votre fils va être violent. Si la maman sort tous les soirs, la fille va sortir tous les soirs. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut des institutions fortes, mais ce sont les hommes qui les mettent en place, qui les dirigent, qui les animent pour montrer l'exemple pour ceux qui vont venir. Si les États-Unis sont sur ce rail-là, c'est parce qu'au départ, ils ont eu des vrais hommes d'État qui ont non seulement écrit une constitution, qui ont mis en place des institutions et qui les ont animés pour que personne ne vienne les détraquer. Et c'est ça que, père son âme, Jerry Rawlings a dit quand un journaliste britannique l'a interviewé. Il a dit on va mettre en place des institutions pour que même si le diable vient, il ne puisse pas les dérégler. Mais il a dit ça parce que c'est lui. Parce que lui, il a montré l'exemple. Qui est fou de faire aujourd'hui des choses insensées au Ghana? Personne. De son vivant, Rawlings pouvait faire partir un président. Alors qu'il n'était plus militaire, il suffisait simplement que Rawlings dise à un président, ça c'est le Rubicon rouge, le président se met à carreau. Parce qu'il a montré l'exemple. Donc, Serge, oui, institution forte, animée par des hommes très forts et des hommes visionnaires et des serviteurs du pays. Alors, merci. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte quand on écoute le professeur Sissoko, quand on écoute l'analyste Mohamed Agassori, quand on écoute Mossadegh Balix,
c'est difficile d'avoir un président idéal. On ne l'a pas encore forcément. Est-ce qu'il faut supprimer le poste de président? Qui peut me donner le nom du président de la Confédération helvétique? Moi non plus, je ne connais pas son nom. Inconnu, oui. Il est inconnu. Il existe. Il y a un président suisse. Personne dans cette salle, y compris moi, peut-être Serge, mais en tout cas, moi, je ne connais pas son nom. Donc, c'est pour vous dire, on se polarise sur une fonction parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, on a hérité ça de notre ancienne puissance coloniale. C'est tout. Mais effectivement, s'il y a des institutions qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, on n'a pas besoin d'avoir un Dieu tout-puissant à Koulouba. Mais aujourd'hui, le président qui est à Koulouba, c'est après Dieu, c'est lui. Parfois, il pense qu'il est plus fort que Dieu. Non, sincèrement, tellement il a des pouvoirs concentrés entre ses mains. Oui, moi je pense que la nouvelle constitution qu'on va écrire, et j'espère, nous les Maliens, on va écrire une constitution à nous, qui ne vient pas de Paris, ben on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme qui ait des pouvoirs qui puisse le faire penser qu'il est à côté de Dieu. Ça veut dire une bonne répartition des pouvoirs, des contrôles citoyens, des contrôles législatifs. Parce que le problème, c'est que on dit qu'on a une assemblée. On n'a jamais eu d'assemblée. Parce que vous savez que même pour faire voter les lois à l'assemblée, l'exécutif paye les députés. Il y a un tarif pour faire passer les lois. Serge le sait, même s'il ne va pas le dire ici, il connaît le tarif. Il y a des tarifs pour faire passer une loi. Vous pouvez vous imaginer des gens qui sont censés représenter le peuple pour voter une loi qui va régir la vie du peuple. Il faut que l'exécutif leur donne de l'argent. Est-ce qu'il faut supprimer le poste? À votre avis, le poste de président, est-ce qu'il faut le supprimer? Oui, en fait, le poste du président, c'est comme un habit. Hein. C'est comme si j'enlevais cette veste-là, porter un boubou, et c'est le contenu. Maintenant, est-ce qu'il faut supprimer le contenu? Non, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans tête. Mais maintenant, peut-être pourquoi ne pas réformer, peut-être pourquoi ne pas aller, peut-être les constitutionnalistes peuvent nous en dire plus, vers un régime parlementaire où il y a un premier ministre qui est désigné, comme en Israël, comme en Italie d'ailleurs, comme en Allemagne, qui est désigné par la force au Parlement et qui répond directement, c'est-à-dire devant les peuples, qui a son programme, qui à chaque fois quand le peuple n'est pas d'accord avec sa politique, interpelle ses députés qui peuvent les démettre automatiquement et les mêmes jours on n'a plus besoin d'organiser ces élections très coûteuses, l'élection présidentielle au Mali, et ça va dans les 40, 50, 60 milliards par élection. Comme en Afrique du Sud. Voilà, donc ça c'est le taux officiel, hein, mais il y a les dépenses, etc., faites par les candidats ne sont pas incluses. Pourquoi ne pas désigner par exemple les chefs de l'État, qui est un titre honorifique, qui sera désigné par l'ensemble des chefs des autorités traditionnelles de nos différentes contrées, et que ces chefs d'État-là soient vraiment un chef d'État au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qui ne s'implique pas trop dans les questions de l'exécutif, mais quand il y a des problèmes, par exemple, vous voyez en Israël, quand il y a des blocages, c'est le chef de l'État qui sort. Quand il y a des blocages en Italie pour la formation du gouvernement, voilà, pourquoi ne pas réfléchir à cela, mais en y mettant une touche malienne, en pensant au pouvoir qu'on avait avant. Parce que notre démocratie, malheureusement, n'a pas profité des concepts du pouvoir qui existaient bien avant l'arrivée du blanc, comme le disaient les tontons, etc. Et autres. Maintenant, un dernier point peut-être pour rassurer les tontons, notre prochaine constitution ne viendra pas de Paris, mais elle viendra de Londres, malheureusement. Oui, j'espère pas. J'espère pas. Est-ce qu'il faut, professeur Sissoko, est-ce qu'il faut que désormais, par exemple, pour que les choses changent, le président de la République du Mali ait les mêmes pouvoirs que la reine d'Angleterre, finalement? Bon, un peuple, Serge, a la souveraineté absolue. Un peuple peut tout faire. Il est souverain.
il peut se donner à tout moment une constitution conforme à ses aspirations. Seulement, il est du devoir des gouvernants de créer les conditions pour permettre l'éclosion de cette idée. Mais ils n'ont pas d'autre mission. C'est de créer les conditions pour que le peuple puisse, de façon sincère, élaborer les règles qui fondent l'unité nationale. Ce que vous dites, l'Éthiopie est un exemple. En Éthiopie, il y avait des problèmes irrédentistes. Le Tigré, ils ont accordé l'autonomie au Tigré. Ils ont fait 10 ans, 15 ans de paix. Nous voici aujourd'hui dans des difficultés. Et c'est une femme qui assure la présidence. Et chaque 4 ans, 5 ans, c'est la majorité qui gagne aux élections législatives qui gouverne. Donc, le président règne, mais ne gouverne pas. C'est un système. Parce que j'ai toujours dit que la fonction présidentielle entraîne trop de difficultés dans notre pays. Il faut un roi. Il va falloir neutraliser en créant, en rendant honorifique uniquement ce poste-là. Et en donnant plus de vivacité aux élections législatives. Absolument. Et en ce moment, en diminuant, à peu près en ramenant 4 ans, le mandat du Premier ministre. Et je crois que dès l'instant qu'on va agir comme ça, la fonction présidentielle va se diluer un peu. Et il y aura moins de problèmes. Donc un peuple a la liberté de se donner une constitution à tout moment. Mais dans le cas malien, il y a nécessité de réforme. Il y a nécessité de réforme, et comme il l'a dit, ce n'est pas des étrangers qui viendront nous dire comment nous devons vivre. Vous vous plaignez déjà du mimétisme mécanique qui a marqué la constitution du 4 octobre 58, donc la constitution de 92. Si aujourd'hui encore vous repartez jusqu'à Londres pour aller chercher votre rédacteur, je suis désolé. Oui, c'est un professeur, un constitutionnaliste, et il est persuadé qu'il est dans une salle de classe avec dans un amphithéâtre. Donc c'est un coup ex-cathédra qu'il nous donne, mais c'est toujours agréable de l'écouter. Mais je ne vais pas le laisser, professeur Sissoko, là où vous faites le constat. Faites-nous une proposition. Qu'est-ce que vous voyez dans le marigot politique actuel? Vous voyez que ça bouge. Est-ce que, je ne veux pas de nom, mais on ne va pas faire de la politique, de la science-fiction. Est-ce que vous sentez que dans ce marigot politique, il y a celui qu'il faut? Et aujourd'hui, moi je sollicite... Parce que je vais vous dire, je me permets de vous couper, j'avais eu un débat comme ça avec vous en 2000, il y a 5 ans. Oui. Vous avez juré par IBK. Et finalement, je ne voulais pas le dire, mais bon... Et j'ai expliqué pourquoi. Vous n'êtes pas trompé, non? Et s'il s'agissait de me répéter sur les 24, c'était le meilleur candidat. Alors, en fin de course, vous croyez... Parce que c'est le monsieur, au moins, qui accordait de la valeur au droit. Oui, mais le droit... Mais malheureusement, qui n'arrivait pas à s'extirper. Le droit, vous parlez du droit, je ne suis pas tellement d'accord, Manassa. Non, il y a des pressions familiales sur lesquelles il n'arrivait pas à s'extirper. Mais tout le monde avait la liberté d'expression. Actuellement, non. Tout le monde parlait. Actuellement, nous voyons des cas qui nous amènent à repenser la question. Quand le cas Rasbach aujourd'hui est là, ça nous permet de repenser la question. Quand nous prenons le cas Bourema, qui n'est pas élucidé encore, nous sommes amenés à repenser la question. Du nom du journaliste qui a disparu. Du journaliste qui a disparu. Donc, moi je vous dis, vous m'avez beau donner des milliards, si vous m'enlevez les petites parcelles de liberté, vous m'avez assassiné. Je ne place rien devant la liberté. Rien. Et je pense la même chose pour les autres. Ne pas nier leur... L'État doit être ce protecteur. Que tout le monde se sente protégé. Et pour que cela arrive, il faut un leadership. Il faut que le président applique les textes. Il faut que le président soit le père pour tout le monde. Et qu'il soit le bon chef de famille. Et le bon chef de famille veille sur les enfants de la famille. Donc aujourd'hui, moi je demande plus, parce que le plus mal qui a été réalisé, c'est l'avènement des militaires sur la scène politique.
Entre les hommes politiques, ils auraient pu trouver une compromission, au moins. Je n'ai pas la culture d'un coup de force. Tout ce qu'on doit obtenir maintenant, c'est ça qui pose problème. Il faut toujours l'avoir dans des conditions très claires, très transparentes. La conquête du pouvoir est essentielle. Les procédures dans lesquelles vous les obtenez. Et cela, c'est le peuple qui doit être mis au cœur. Nous devons permettre à ce que le choix soit souverain. Nous devons permettre à ce que tous ceux qui veulent être candidats le soient. Nous devons permettre une bonne campagne électorale. Que les gens arrivent à définir, à se défendre, à présenter leur programme. Et que les libertés, et que les citoyens aient les libertés de choisir. Sans haine, sans compassion. Que le meilleur candidat gagne. Et le meilleur, c'est celui qui remporte la volonté du peuple. Le rôle de la transition devait s'allumer à cela. Créer le retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est-à-dire l'élection du président de la République et l'élection des députés. En ce moment, ces deux représentants pourront régler la question. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui supporte le pays? Qu'est-ce qui pilote le pays? C'est le droit communautaire. Bon, quand nous faisons des réformes aussi, il faudra penser un peu aux exigences internationales. Nous sommes dans des situations communautaires. Le monde se globalise, comme je l'avais dit. Si le président n'a pas la vision internationaliste, il peut avoir des problèmes. Notre pays, quand on l'a mis en blocus ici, vous avez vu dans le cas de la CEDEAO, on ne peut pas vivre seul en autarcie. On a besoin des autres. Et les constitutions sont en train de s'internationaliser. Dans vos réformes, faites en sorte que nous observons aussi à côté, pour ne pas rentrer en déphasage avec le monde qui nous entoure. Je vous remercie. Merci. Merci bien, Mohamed Agassori. Comme vous voyez dans le marigot politique, est-ce que vous pensez qu'il y a l'homme qu'il faut? Marigot politique ou sur la scène, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Oui. Je ne vous demande pas de faire la publicité à quelqu'un. Non. Je vais juste revenir sur un petit point qui était très important. C'est peut-être le docteur Sissoko est dans son rôle. Mais le problème qu'on a avec cette constitution, au lieu de consacrer, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs, consacre, comme le disait le tonton en débit, on fait un président monarque. Tout est concentré dans les mains du président, de l'exécutif. Donc c'est bien d'appliquer les textes, mais si les textes ne vont que en faveur de celui qui est en train de violer les textes, c'est comme si on commet une sorte d'injustice. Par exemple, quand vous prenez notre ancienne constitution, ou bien notre constitution qui est agonisante, vous avez des présidents qui ont la même mise sur les législatifs, qui a la même mise sur les judiciaires. Donc dans les réformes, il serait vraiment important qu'on ait quand même une séparation stricte. C'est-à-dire qu'on donne la latitude au judiciaire de trancher, on donne la latitude à l'exécutif d'être élu sans avoir un devoir de redevance. Parce que tous les problèmes commencent là-bas. Aujourd'hui, on va organiser des élections. Celui qui va sortir de ces élections-là aura une redevance vis-à-vis du pouvoir de la transition. Les premiers députés qui seront élus également auront une redevance. Les juges, les ministres de la justice, etc., les parquets auront une redevance. La Cour constitutionnelle, quand vous regardez la composition de la Cour constitutionnelle, selon la Constitution de 92, c'est une escroquerie à ciel ouvert. Où le chef de l'État, il ne manquait juste qu'à écrire dans un article que c'est le chef de l'État, le président de la République, qui nomme les 9 magistrats. C'est tout ce qui manque. Sinon, tous les 6, et même la présidente, sont désignés par le chef de l'État. Vous voyez ce type d'injustice, appliquons les textes, c'est vrai, mais si les textes même sont en porte-à-faux avec les ambitions du peuple, le peuple va prendre ses responsabilités. Non, mais je vais corriger quelque chose. Allez-y. Ok, laissez-moi finir. Vous allez revenir parce que ça vous a de faire la. C'est-à-dire, concernant ces partis, il faut préciser que vous êtes en sciences politiques. Sinon, en théorie, ce n'est pas le président qui nomme les 9 juges. Il y a 3 qui sont nommés par le président de l'Assemblée
Il y a 3 qui sont nommés par le président. On va illustrer en même temps. Illustrons en même temps. Non, pardon, je vais vous donner. Non, je vous comprends. Okay. Mais si, en tant que juriste, je suis là, je ne peux pas cautionner ça, sans dire pourquoi vous avez dit ça. Parce que vous avez raison. Ok, disons 3. Voilà, 3 sont par le nommés président. par Issaka Sidibé. 3, pardon. Mais celui de l'Assemblée, il est du même parti que le président. 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président, donc, si nous regardons théoriquement, sur le plan concret, comme vous le dites, le président étant, la majorité de l'Assemblée étant du parti présidentiel, donc c'est le président en réalité qui va choisir pour les 3. C'est tout. bien sûr, mais ça dans la pratique, si vous prenez les 3 aussi au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, dont le président sur la présidence, ça revient déjà à ça. Donc, nos institutions sont plus ou moins handicapées. Ils sont handicapés. Ça, en théorie, il y a des réformes à faire. Il y a beaucoup de réformes à faire. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, force est de comprendre qu'avec un bon président, dès son premier mandat, il aurait pu déjà comprendre que ce système ne nous fait pas avancer. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à certains comme Bali de dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de démocratie. Parce que la mise en œuvre de la démocratie a été très calamiteuse. Voilà pourquoi. On va revenir au marigot politique. Dans ce marigot-là, est-ce que vous voyez émerger quelqu'un dans le marigot politique ou sur la scène politique? Est-ce que vous voyez quelqu'un capable l'année prochaine de monter sur un podium en disant moi, si je suis élu président, je vais faire ceci, je vais changer les choses? Oui, en fait, dans des marigots politiques, parce que comme je le disais, les chefs de l'État, toutes les qualités qu'on vient d'énumérer sur ces plateaux, on peut les retrouver non seulement dans la classe politique traditionnelle, mais aussi dans la société civile. Pourquoi pas, ce que je dis sur la classe publique. Également aussi au niveau des technocrates, des gens qui ont une certaine expérience du Mali, pourquoi pas du secteur privé comme les Mossadegh et autres là. Mais à ce stade, toutes les personnes, en tout cas, parce que ce n'est pas officiel encore, il y a quand même des prétentions de candidature, et je n'ai pas connaissance de cette candidature officielle, mais les prétentions qu'on voit ça et là, je vois des individus quand même qui ont certaines qualités, et même si elles n'ont pas l'intégralité. D'accord. Je ne vais pas rentrer citer des noms, mais je vois des gens. On arrive vers la fin. La même question, est-ce que tu penses à ça en te rasant les matins? Ou est-ce que vous voyez quelqu'un? Voilà, franchement. Voilà. Pour qu'on ne désespère pas de notre pays. Voilà. Alors, moi, ma réponse, elle est toute simple. Dans ce pays, le portrait robot qu'on vient de faire en presque 2 heures de débat, ça existe dans ce pays-là. Ça existe. Le seul problème, c'est que les personnes qui ont ce profil-là n'ont aucune chance d'arriver au sommet de l'État. Aucune. Aucune chance. Parce que ce sont des personnes, parce que justement vertueuses, ayant des principes, ne veulent pas emprunter le chemin qui amène au pouvoir, qui est un chemin complètement pourri. C'est ça le drame. Peut-être qu'ils ont tort d'avoir cette posture-là. Peut-être qu'il faudrait un signal qui vienne de la population pour leur dire « Vous vous trompez, nous avons compris, nous avons souffert en 30 ans. Si vous sortez la tête, nous sommes prêts à vous soutenir parce que nous avons vu les autres ce qu'ils ont fait de notre pays. » Mais tant qu'il n'y aura pas ce signal, je doute fort que ce genre de profil sorte du marigot politique dont parle aujourd'hui Serge. Ils ne sont pas tous mauvais, il a raison, Assori. Il y en a qui sont bons, il y en a qui peuvent servir, mais ils sont habitués. Ils sont habitués au compromis, aux compromissions, parce qu'ils sont politiques, ils savent que c'est ça qu'il faut pour arriver au pouvoir. Et ceux qui ont le profil qu'on vient de brosser ne veulent pas emprunter ce chemin-là. Donc, oui, Serge, dans la population malienne, il y a ce genre de serviteurs. Ils existent. Ils peuvent constituer une masse critique. Et ils peuvent radicalement changer la trajectoire de ce pays-là. Mais est-ce que les Maliens
sont prêts à voter pour eux? Est-ce que les Maliens sont prêts à laisser de côté les habitudes accumulées pendant 30 ans pour dire nous sommes dans le trou, ces gens-là nous ont mis dans le trou, nous voyons que ce groupe de Maliens peut nous amener à sortir du trou, nous sommes prêts à mettre de côté nos tares, nos mauvaises habitudes et à les mettre au pouvoir? C'est la grande question et je n'ai pas de réponse pour celle-là. À la date d'aujourd'hui, je ne pense pas sincèrement que les électeurs maliens sont prêts à se détourner du marigot politique, parce que ce marigot politique a beaucoup d'argent et distribue beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr que les Maliens sont prêts à se détourner de cela. Mais peut-être que je me trompe et je prie le bon Dieu de me tromper. Alors, nous allons prendre 2 questions avant de terminer. Un homme, une femme. Voilà, allons-y. Monsieur Cornelius, il faut le dire, vient du Togo. Il est ancien ministre de la Culture, de la Communication, des Arts. Nous allons nous permettre de lui donner la parole largement. Je remercie profondément les panélistes et celui qui a dirigé le panel. Si le forum de Bamako de 2021 a une raison d'exister, je crois que c'est grâce à ce débat de cet après-midi. J'aurais souhaité que ce débat soit diffusé à la télévision nationale malienne, mais sur d'autres télévisions africaines. Ça, c'est mon premier constat. La deuxième chose, c'est que c'est un débat qui a fini par réduire les angles qu'on a vus au départ. Le professeur constitutionnaliste a reconnu les limites de sa science, entre guillemets. Il disait d'ailleurs que ces avis qu'il donnait n'étaient pas individuels. Et parce qu'elles n'étaient pas individuelles, ils étaient partagés. Mais la question de fond, j'utiliserai la formule économique pour dire que pour tout ce qu'il a dit soit réalisable, il faut que toute chose soit égale par ailleurs. C'est ça la première chose. Maintenant, pour ne pas garder la parole, ce que je retiens du débat, c'est qu'on a pointé du doigt un problème fondamental qu'on n'a pas analysé et sur lequel on ne s'est pas penché. C'est le leadership. Il faudra pratiquement un panel sur le leadership en Afrique. C'est-à-dire que je fais comme on dit dans la Bible, au commencement était le verbe. Je dis au commencement, il y avait l'idéologie, et l'idéologie a produit des leaders. L'exemple donné sur Modibo Keïta, on peut le multiplier. Monsieur Mossadegh a bien donné des exemples sur Modibo Keïta. On sort du Mali, on va au Ghana. Mais on a vu ce que Kwame Nkrumah a pu faire du Ghana. Ceux qui ne savent pas doivent savoir qu'en ces années-là, le Ghana produisait des réfrigérateurs, des postes de télévision, tout ce que vous voulez. Et la notion même ou bien la capacité de penser l'Afrique comme une entité unique et commune, vous le voyez sur vous voyez un panneau réparateur, on dit par exemple Société africaine de réparation de vélos. Vous en aviez plusieurs comme ça. Bon, donc c'est la question du leadership. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, tout en tenant compte de ce qu'a dit très justement M. Mossadegh, prenez toutes nos constitutions, prenez-les toutes. Elles se sont toutes inspirées du modèle français ou du modèle anglo-saxon. Vous n'allez jamais voir une constitution qui cite l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, tout le savoir-faire que nous avions à l'époque, personne n'y fait référence. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas même vers la création d'une école? Moi, je rêve toujours en disant qu'on créerait un institut qui serait panafricain, où on passe 3 certificats. Ces 3 certificats, on ne dit pas que tous ceux qui sortiront de la ça n'a rien à voir avec les écoles nationales d'administration, n'y pensez même pas, c'est pas ça que je pense. Donc, un institut qui va former les gens sur quelques critères. La gouvernance, l'honnêteté,
le respect des citoyens qui nous ont amenés au pouvoir, etc., etc. Et on se dira que tous ceux qui sont sortis de là ne deviendront pas forcément des présidents de la République. Mais on sera tout simplement rassuré que là-bas, ils auront appris les fondamentaux qui permettront de les révéler une fois qu'ils seront dans la position d'un leader national. Donc je crois que cette question-là, il faut l'approfondir, il faut la pousser et il faut qu'on arrive à en sortir quelque chose. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Ramata Daou, la vice-présidente de l'association malienne Veille Citoyenne. Je remercie les panélistes, M. Saïd Daniel et les trois autres. Monsieur Moussa Der, vous avez... Sadek, attention, il est très sensible et très susceptible. Ok. Vous avez dit que le Mali a besoin des serviteurs. Ils viennent tous comme des serviteurs, ces politiciens. Ils ont tous la bouche mielleuse, nous sommes là pour le Mali, nous sommes des serviteurs. Donc c'est difficile de les distinguer, quoi. Si vous pouvez nous en dire un peu plus aussi, pour que nous puissions, quand nous sommes la jeunesse et nous avons besoin d'être dirigés, pas dirigés, mais d'être suivis en un mot. Bon, monsieur le professeur, vous avez dit que la Cour constitutionnelle respecte les lois et puis c'est la Cour constitutionnelle, quand elle dit quelque chose, on doit le suivre puisque c'est la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle du Mali est vraiment une Cour constitutionnelle qui respecte ses lois? Parce que monsieur l'a si bien dit, monsieur Mohamed, cette Cour constitutionnelle, il y a 9 de ses membres qui sont pris par le président. Donc elle est obligée de suivre les 10, si je peux me permettre. Et M. Mohamed, je vous soutiens quand vous dites que le politicien, le président n'est pas bon, mais est-ce que la population aussi se donne? Je vous remercie. Voilà, très rapidement, je vais vous laisser la parole et on va conclure. Théoriquement, la Cour constitutionnelle, les membres ne sont pas nommés exclusivement par le président. Mais c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans des approches différentes. En sciences politiques, c'est-à-dire dans les faits, ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que c'est le président en fait qui nomme tout le monde. Bon, sinon en théorie, il y a le président de l'Assemblée nationale qui nomme 3 personnes, il y a le président du Conseil supérieur de la magistrature ou le Conseil supérieur de la qui nomme 3, et il y a le président lui-même qui nomme 3, ça fait 9. Donc, au regard de la théorie, on ne peut pas dire que ce sont les 9 là qui sont tous désignés. Mais c'est un décret présidentiel qui les nomme. Et le décret, même s'il est pris en Conseil des ministres également, c'est le président qui signe. Donc c'est pour dire que ne peut être membre de la Cour constitutionnelle sans être voulu par le président de la République. Ça, c'est obligatoire. Bon, ce que vous dites aussi, d'un point de vue juridique, je peux ne pas être d'accord avec la Cour, mais cela n'enlève rien au caractère juridique de la Cour. C'est une institution constitutionnelle. Donc, je suis obligé de respecter la Cour constitutionnelle en tant qu'institution. Je peux avoir mes idées là-dessus. Actuellement, d'autres condamnent, d'autres jugent mal même les modes de nomination. On dit que le président nomme les 3 membres. 2 parmi les juristes et l'autre parmi des professeurs de droit et consorts. Mais le président est libre de nommer qui il veut, pourvu qu'il soit juriste. Il peut nommer des avocats, il peut nommer des magistrats. Aujourd'hui, pratiquement, ils sont tous magistrats. Il a la liberté. Il y a une interprétation de la Constitution qui pose problème. Et le problème est plus profond. Lorsqu'on dit, par exemple, le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. Mais la Constitution n'a jamais dit qu'au départ de Alpha Omar Konaré, qu'il ne peut plus revenir. D'autres sont positivistes. Ça veut dire ce qui n'est pas expressément écrit dans la Constitution ne peut pas être reconnu. Et les justes naturalistes disent non. Là, tout n'est pas dans le texte de la Constitution. Il faut interpréter. Donc, quand on veut servir le président de la République, moi qui vous pose aujourd'hui les principes du droit constitutionnel, si demain j'ai la charge
de soutenir une autorité. Mais je ne veux pas utiliser l'approche juste naturaliste, qui demande la combinaison de l'esprit et de la lettre. Mais alors que les insuffisances des constitutions, les lacunes de la constitution malienne me permettent, à travers une approche positiviste, de soutenir le président de la République. Exemple, le président nomme les ministres et le premier ministre. Mais il peut nommer son fils. Est-ce qu'il a violé la loi? Il n'a pas violé la loi. Parce que j'ai fait une interprétation positiviste de la Constitution. Mais si le président doit nommer les ministres, mais la Constitution n'a pas dit, mais quand même un bon président saura quand même que son fils, en l'amenant dans le gouvernement, ça peut créer des susceptibilités comme nous les rencontrons actuellement au Congo, Brazzaville. Donc, madame, le droit, il est complexe. Il faut qu'on prie Dieu de nous aider à avoir quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui est favorable à la paix, à la cohésion sociale. Il n'y aura jamais de développement tant qu'on ne s'accepte pas. Et pour ça, il nous faut avoir une tête. Quand la tête est pourrie, le corps s'étiole. Je vous remercie. Bon, personnellement, je n'ai pas été indexé. Mais ce que je vais dire au professeur, c'est-à-dire on fait toujours une lecture noir sur blanc. C'est-à-dire le droit, il y a l'esprit, il y a la lettre, mais il y a aussi l'éthique. C'est-à-dire aujourd'hui, personne ne peut empêcher à Serge de sortir tout de suite en débardeur, par exemple. C'est quelque chose qu'il ne va pas faire, monter sur les ponts. Il ne le fait pas parce qu'il y a un texte qui l'interdit au Mali. Il ne le fait pas parce que les textes des journalistes l'interdisent. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Donc, au-delà des textes, il faut aussi avoir, et chaque pays aussi a ces réalités-là. En Occident, par exemple, le président américain, il a nommé son gendre au cabinet, à la Maison-Blanche. Mais là-bas, il y a tellement d'arsenaux juridiques qui empêchent, c'est-à-dire un proche du président d'aller à la dérive, que même s'il peut lui donner la clé de la Maison-Blanche, mais il ne peut pas accéder. Vous voyez? Donc, c'est ces mécanismes-là qu'il nous faut. Et puis, au Mali, ici, en 92, beaucoup de choses n'ont pas été faites. C'est vrai, on a importé de nouvelles lois et autres là, mais on n'a pas malianisé, c'est-à-dire avec certains comportements qu'on avait. Il y a par exemple des principes comme les Horoyans, comme les Dambé, on a ce type de mécanismes qui sont très efficaces qu'on aurait pu intégrer de telle façon à ce que... Aujourd'hui par exemple, quelqu'un qui jure sur la Constitution. Nous tous Maliens ici, on sait que jurer sur la Constitution n'est absolument rien. Moi je peux vous jurer 10 000 fois sur la Constitution. Mais une fois que, dépendamment de ma religion, mais une fois que vous m'amenez le Coran, je vais réfléchir 3 fois avant de jurer. Si vous êtes chrétien, une fois qu'on vous amène la Bible, si vous êtes de la tradition, hein, nos Corans qui ont leurs fétiches, dès que vous sortez les fétiches, ils vont jamais jurer. Mais ça n'a pas de sens. Donc voici des choses comme ça qu'on aurait pu améliorer et qui auraient pu nous éviter beaucoup de choses. Voilà. Le mot de fin là-dessus. Merci. D'abord, un grand merci à Serge Daniel et à vous tous. Je pense que c'était un débat effectivement très intéressant à propos et on est à un tournant. Il ne faut pas sortir de la route. Alors, Madame m'a interpellé sur le fait qu'effectivement, ils viennent tous avec la bouche mielleuse. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que mon dernier propos, je nous ai interpellés, nous, en tant que citoyens maliens. On doit faire nos due diligence. Quand il y aura des candidatures officielles, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, vos différentes organisations de la société civile, faites votre due diligence. Réunissez-vous. Monsieur X dit qu'il veut être candidat pour diriger le pays. On va rentrer dans sa vie professionnelle, sa vie tout court, son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, comment il s'est comporté. C'est comme ça que c'est fait dans les grands pays. Vous avez des think tanks, des réseaux qui vous décortiquent la vie des candidats. Et les candidats, en sachant cela, il y en a même qui abandonnent, ils ne veulent pas se présenter parce qu'ils savent que toute leur vie est décortiquée. Je crois que c'est ça que vous devez faire pour
je ne dirais pas qu'on ait des bonnes candidatures, parce que vous avez raison. Le professeur l'a dit, nous l'avons tous dit, on a un système qui fait que même si vous avez les plus belles intentions, quand on vous met à Koulouba, avec l'entourage, avec tout le monde qui est à votre pied, avec les députés qui sont à votre pied, avec les juges qui sont à votre pied, avec la famille, avec les laudateurs, sincèrement, vous pensez que vous êtes le représentant de Dieu sur terre. Et vous perdez complètement la tête. Et pour cela, effectivement, il faut avoir une très forte personnalité pour résister à ça. Donc, vous les jeunes, commencez à vous organiser. Dès que demain, Serge Daniel dit « je veux être président », vous rentrez dans sa vie, ce qu'il a fait. Et vous allez voir beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Donc... leadership, vous n'avez rien dit là-dessus. Mais c'est évident. C'est évident. C'est évident. Le leadership, on va terminer ça, il faut un leadership, forcément. Mais ce leadership est incarné par quelqu'un. C'est ce monsieur que nous sommes en train de chercher. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, qui sera le futur président du Mali? Quel est le portrait robot de celui qui est l'homme idéal? C'est qui? Voilà, vous avez vu un débat très animé. Je tenais à remercier encore une fois mes invités. Le professeur Mamadi Sissoko, il est constitutionnaliste et il est féru le fétichisme de la Constitution, c'est lui. Assouri Mohamed, il est analyste politique, il fait de la communication politique également. Et l'ami Bali Mossadegh, qui est un homme d'affaires redouté, redoutable. Et je vous retrouve bientôt avec une autre émission. Merci bien.